Et tout de suite, parlons de la politique française. Politique franco-française. 96 voix, je le disais, c'est ce qu'il a manqué à la motion de censure déposée par la NUPES pour faire tomber le gouvernement cette nuit. Bonjour Bruno Cotresse. Bonjour. Et bienvenue sur Sud Radio. Politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF de Sciences Po, je le disais, 96 voix. Qui a manqué à l'opposition pour faire passer cette motion de censure? La droite ? Bah oui, la droite, pour le moment, effectivement, n'est plus du tout dans le scénario qu'Elisabeth Borne avait connu au moment de la réforme des retraites, en particulier, où ça s'était joué au fond assez proche. Elle avait sauvé sa tête pour 9 voix, donc là, effectivement. Alors, il faut rappeler que là, on est au tout début de l'exercice d'adopter les lois de finances budgétaires pour la France. Il va y avoir d'autres 49.3. On est au tout début d'une longue séquence de 49.3, sans doute. Alors, une longue séquence, justement, on s'attend à près d'une dizaine, plus d'une dizaine en quelques mois, ou en tout cas quelques semaines, de 49.3. Pourquoi et comment c'est possible ? En fait, vous savez, depuis une réforme constitutionnelle de 2008, le gouvernement ne peut plus utiliser tout au long de l'année, au fil de l'eau, le 49.3 comme il le voudrait. Il ne peut l'utiliser qu'une fois par session parlementaire. En revanche, on a fait une exception sur les lois de finances pour adopter le budget de la nation, budget de la sécurité sociale. Là, le gouvernement peut utiliser autant de fois qu'il le souhaite le 49.3 et c'est la raison pour laquelle on va avoir une série de 49.3. Là, c'était la loi de programmation budgétaire, on va dire, ce qui permet de penser l'horizon budgétaire pour plusieurs années, mais il va y avoir après le budget de l'année 2024 qui va arriver. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. En d'autres termes, le 49.3, c'est ce qui permet à la France d'éviter le lockdown qui risque d'arriver régulièrement aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il n'y aurait plus de budget pour payer les fonctionnaires parce que les deux parties se mettraient pas d'accord, quoi. Mais oui, c'est ça l'idée, effectivement. C'est ce qu'on appelle en termes techniques le parlementarisme rationalisé. C'est-à-dire, on a une démocratie où le Parlement joue un rôle fondamental, essentiel, mais sous la Ve République, on a rationalisé, c'est-à-dire que l'exécutif puisse au bout du compte, sur des textes majeurs, la loi de finances en particulier, puisse faire voter un budget pour le pays. Effectivement. Alors, est-ce qu'on peut dire que les Français sont habitués finalement à ce que cette pratique soit utilisée ? Habitués, mais pas d'accord. On a vu que la popularité du 49.3 aujourd'hui est assez négative. Beaucoup considèrent que ça ne respecte pas le débat parlementaire. Beaucoup considèrent que ça traduit une démocratie trop verticale avec un chef de l'État et un exécutif qui a trop les clés du pouvoir d'une certaine manière. Et effectivement, le 49.3 aujourd'hui, la mauvaise réputation, il est fortement associé depuis quelques mois à l'adoption de la réforme des retraites. Exactement, ça passe pour un coup de force pour une grande majorité de l'opinion publique. Question maintenant, hier, je le rappelle, la NUPES a voté cette motion de censure. Le Rassemblement national a voté la motion déposée par la NUPES, mais pas les Républicains. Est-ce qu'ils risquent à un moment ou à un autre, eux qui sont dans l'opposition, de tourner Kazakh et de vouloir faire tomber le gouvernement d'ici 2027 ? Les Républicains ont envoyé différents signaux au cours des dernières semaines et des derniers mois. Certains rêvent d'en découdre un peu avec le gouvernement en disant que ça ne va pas à la trajectoire budgétaire de la France et notamment en particulier l'ampleur de nos déficits publics. Ils trouvent que les réductions de dépenses publiques ne sont pas assez importantes. Et donc dans une partie des Républicains, effectivement, on disait c'est sur la loi de finances qu'on va sans aucun doute à un moment donné voter une motion de censure, mais la politique à ces lois, et c'est vrai que faire tomber le gouvernement, d'autres républicains disent oui, mais si on fait tomber le gouvernement, est-ce que nos électeurs nous suivent? Est-ce qu'ils sont d'accord pour qu'on ait fait tomber le gouvernement avec le RN et avec la NUPES? Et là, on voit toute la difficulté de la tâche, et pour le moment, le gouvernement a beau jeu de dire de toute façon, si vous me faites tomber, mais vous n'avez pas de majorité pour me remplacer, parce que vous êtes justement un front qui n'est pas uni entre les républicains, le RN et la NUPES. Qu'avez-vous en commun? Donc on voit que pour le moment, Elisabeth Borne va sans aucun doute pouvoir continuer à dégainer son 49.3. Par contre, s'il y avait quelque chose qui, dans la discussion parlementaire, soit un point fondamental pour les Républicains, quelque chose sur lequel ils ont envie de sanctionner le gouvernement, alors là, elle serait effectivement à nouveau en danger. En grand danger, c'est important. Alors, rappel peut-être à tous ceux qui nous écoutent, concrètement, il se passerait quoi si un jour une motion de censure était votée par l'Assemblée nationale dans les heures qui suivraient ?
Le gouvernement tombe, c'est-à-dire que la première ministre serait obligée de remettre sa démission. Ça ne veut pas dire qu'Emmanuel Macron ne pourrait pas la renommer à nouveau. Mais ça ne serait pas c'est pas dans la Constitution que c'est dit. Mais c'est vrai que politiquement, si le ou la première ministre tombe, on voit mal comment le chef de l'État peut à nouveau renommer la même personne à Matignon. C'est important ce que vous dites, parce que ça veut dire que si une motion de censure passe, on n'est même pas techniquement obligé d'aller à des élections. On n'est pas techniquement obligé d'aller à des élections, puisque ça veut dire que le président de la République peut nommer une personne qui doit à ce moment-là trouver une majorité par un vote de confiance sur un discours de politique générale devant l'Assemblée nationale. Alors par contre, c'est vrai que si là on est dans l'impasse, politiquement, il faut effectivement dissoudre l'Assemblée. À un moment ou un autre, il faudra peut-être y passer. Est-ce qu'il y a une chance que le gouvernement tombe avant 2027 ? Ça semble un peu compliqué parce que, au fond, tout le monde a déjà les yeux rivés sur 2027. On saura tout ceci, au fond, après les élections européennes. Pour le moment, personne n'a envie fondamentalement de se représenter au suffrage des électeurs avant les élections européennes qui vont savoir un peu où on en est de la boussole de l'opinion publique. Par contre, c'est vrai, si on voyait au lendemain des élections présidentielles une liste du gouvernement, de la majorité qui serait durement sanctionnée, alors là, peut-être, ça pourrait aiguiser les appétits, mais il me semble que le sablier est en train progressivement de se renverser. Quand on aura passé la mi-mandat, tout le monde ne pensera plus qu'à une seule chose, l'élection présidentielle de 2027. Exactement, en se rasant ou pas. Merci Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CNRS et au CEVIPOF de Sciences Po. On continuera à suivre tout cela.